Benoît, bonjour. Nous évoquerons aujourd'hui l'histoire de l'assainissement de notre ville. Une histoire que l'on pourrait aussi intituler « Du torpilleur » entre guillemets à la station Amphitria. Il n'est pas coutumier d'aborder un sujet aussi insolite quand on parle d'histoire locale, mais un sujet ô combien important dans la qualité de notre vie quotidienne. Depuis environ 3 générations, quoi de plus naturel que d'ouvrir un robinet au-dessus d'un évier ou de tirer une chasse d'eau? Et pourtant, il faut se souvenir que pendant des siècles, notamment en raison de leur configuration géographique, ni la Seine, ni Toulon d'ailleurs, n'avaient d'assainissement. Il n'existait aucun égout pour évacuer les eaux usées et les déchets humains. Comment procédait-on alors? Eh bien, pour les familles vivant à la campagne, le problème était facilement réglé, chacun ayant une petite construction au fond de son jardin, qu'on appelait, avec l'accent provençal, un pâti, ou plus vulgairement une cagassière, ou avec un certain humour, un chalet de commodité ou un chalet de nécessité. Mais en ville, il y avait bien sûr des latrines dans les établissements publics, écoles ou hôpitaux, reliés à des fosses volumineuses qu'il fallait vidanger régulièrement, et aussi de nombreux urinoirs publics dans les rues, surtout autour de notre port, dans lequel il se déversait ce que tout le monde trouvait normal. Et dans les familles, à la place des WC actuels, on utilisait des récipients, sortes de vases de nuit en terre cuite, parfois en métal, appelés des toupines. Chacun devait descendre sa toupine au petit matin devant sa porte, au bord du trottoir. Et le contenu malodorant de ces toupines était collecté par un employé municipal courageux, dans une sorte de tonneau de 500 litres environ, monté sur des roues de charrette et tiré par un cheval, véhicule connu sous le nom de torpilleur. Beaucoup plus tard, ce véhicule sera motorisé. Alors pourquoi ce nom de torpilleur? Peut-être parce qu'on le fuyait, comme un navire aurait fui face à la menace d'une torpille. La puanteur que répandait ce véhicule constituait une telle agression que lorsqu'il venait à votre rencontre, vous n'aviez d'autre recours que de tourner les talons en pressant votre mouchoir sur vos narines. On disait alors « Attention, ça torpille ». Et que de scènes désopilantes lors du passage du torpilleur et de son préposé nommé le toupinier. On imagine ce préposé versant le contenu des toupines dans un entonnoir au-dessus du tonneau, les éclaboussures lorsque le Mistral s'engouffrait dans nos rues, ou que le véhicule brinque-ballait sur les pavés disjoints, de sorte que le toupinier, malgré l'adresse dont il pouvait faire preuve, mettait ses vêtements dans un état lamentable. Ce qui ne l'empêchait pas, le moment venu, de s'arrêter pour casser la croûte, de tenir son morceau de pain avec des mains qu'il n'avait peut-être même pas essuyées. Que d'anecdotes pourrait-on aussi raconter à propos des toupines cassées, ou alors remplies de pierres par des garnements, ou alors déplacées et interverties entre les différentes maisons de la rue. Il fallait ensuite laver ces toupines à une fontaine publique, puisqu'on n'avait pas de l'eau courante dans les maisons. C'était un travail de femme, on ne voyait jamais d'hommes pratiquant cette besogne ingrate. Après avoir consciencieusement nettoyé le récipient avec ce qu'on appelait une escoubette, elle le vidait dans le ruisseau. En période de chaleur, on imagine ce que sentaient nos rues, sans parler des dangers d'infection que représentaient ces liquides croupissant pendant plusieurs jours dans les interstices des pavés. Mais dans tout ça, le plus grave était que le contenu du torpilleur était ensuite déversé dans les potagers, dans les rangées d'artichauts des quartiers Saint-Jean, Vignelongue, Berthe, et notamment dans les propriétés Gamel, Mout ou Garnier. C'était évidemment un fertilisant bon marché et efficace, prometteur de récoltes précoces et abondantes, mais il engendrait régulièrement des problèmes de fièvre typhoïde, et combien sont morts pour avoir mangé des légumes, salades ou fraises trop bien arrosés. Et lors des fortes pluies, les terrains étaient lessivés et les bactéries se retrouvaient dans la baie de Brégaillon,
et les eaux de notre rade, si riches en coquillages, se contaminaient. Il semble que ce soit à la fin du XIXe siècle seulement, sous la municipalité Saturnin-Fabre, dont nous avons raconté l'histoire dans un précédent épisode, que l'idée de rejeter les égouts en pleine mer, et non plus dans la rade, ait été émise pour la première fois. Mais en raison du relief particulier de notre commune, pour arriver à la pleine mer, il fallait creuser un tunnel, une galerie, jusque derrière les falaises de Sissier. Un projet colossal, mais qui techniquement n'inquiétait pas le maire Saturnin Fabre. Il était lui-même grand ingénieur des travaux publics et spécialiste du creusement de tunnels ferroviaires. Un projet cependant impossible à financer par la seule ville de la Seine, ville de seulement 16 000 habitants à l'époque. Saturnin Fabre et sa majorité municipale s'entendirent alors avec leurs collègues de Toulon et des communes voisines pour lancer un projet d'émissaire commun. C'était la solution de bon sens et l'avenir donnera raison à cette idée. Mais il fallut que la politique politicienne s'en mêle. Saturnin Fabre avait des adversaires politiques farouches, bien décidés à prendre sa place à la municipalité. Il soupçonnait d'ailleurs peut-être le maire de quelques conflits d'intérêts, Saturnin Fabre ayant des liens avec des sociétés privées qu'il aurait pu faire travailler sur ce grand projet. Ses opposants, menés par François Bernard, prirent la question de l'émissaire commun comme cheval de bataille et jouèrent sur un certain chauvinisme des Seinois et sur la défiance ancestrale entre la Seine et Toulon, pour dire en substance « Si l'émissaire commun se réalise, la conséquence sera que le caca des Toulonnais transitera par notre commune, passera sous nos pieds. Qu'ils se le gardent, jamais les Seinois n'accepteront pareille humiliation. » Et finalement, cet argument va porter, et après des mois de conflits d'une extrême violence entre les deux camps, malgré le bilan prodigieux qu'il avait obtenu, Saturnin Fabre va être battu aux élections de mai 1896. François Bernard devient maire. Conséquence, le projet d'émissaire commun est stoppé. La Seine va continuer, et pour longtemps, avec le trafic lamentable de ses toupines et de son torpilleur. On arrive au début du XXe siècle. Rien n'est décidé. La guerre de 14-18 survient. Ce n'est plus le moment d'entreprendre de grands travaux. Puis l'entre-deux-guerres, où la priorité nationale est la reconstruction des régions du Nord et de l'Est ravagées par la guerre. À la Seine, c'est la municipalité Mazin-Lamarque qui gère la ville, et tous les 4 à 6 ans, lors des campagnes électorales, on va reparler de l'émissaire commun. Les municipalités de Toulon et de la Seine vont échanger des courriers, se renvoyer la balle, mais rien ne sera décidé. Et pendant ce temps, notre pauvre ville de la Seine-sur-Mer devient davantage connue dans toute la région sous le triste vocable de « la Seine les Toupines ». Et toujours des fièvres typhoïdes. Même l'ancien maire et député Henri Pétain en meurt en 1911. Des parcs à moules commencent à fermer. Précisons que la situation est la même à Toulon, qui a toujours aussi ses toupines et ses torpilleurs. Toulon qui lance des études pour d'autres projets d'émissaires. L'un qui irait déboucher dans la Grande Rade après avoir longé la Grande Jetée par l'extérieur. Et un autre qui aurait emprunté des terrains plats de la Goubran, la Seine, pour déboucher à Marégot ou aux Sablettes. Croix rêver. Mais les choses traînent en longueur, car il y a aussi des opposants à tout projet d'assainissement. Ainsi, le président du syndicat agricole et horticole de la Seine et de la région écrit, je cite, « Il émet des réserves à l'égard de tout projet qui aurait pour conséquence le déversement à la mer de matières indispensables à la prospérité de l'agriculture. » Vers la fin des années 1930, il n'y a plus de crédit, car ce sont les travaux d'armement du pays qui redeviennent prioritaires. C'est alors qu'une autre personnalité importante, un sous-préfet, je crois, meurt après avoir consommé des coquillages de la rade de Toulon. Alors cette fois, les esprits sont suffisamment frappés pour faire accélérer le processus. Et l'on commence à lancer des appels d'offres
On commence à construire des collecteurs dans les rues, mais on ne sait toujours pas où on va les faire aboutir. En octobre 1940, après la défaite des armées françaises et la démobilisation de centaines de milliers de soldats, l'État va ressortir de vieux projets pour occuper ce formidable réservoir de main-d'œuvre. Et en ce qui concerne notre région, il va ressortir celui de l'émissaire commun Toulon-La Seine, avec débouché derrière les falaises de Sissier, le projet de Saturnin Fabre de 1895. Après adjudication, le projet est confié à la Société des Grands Travaux de Marseille et aux Ponts et Chaussées pour 18 millions de francs. En décembre 1940, les travaux de direction du tracé en surface et souterrain sont confiés à notre concitoyen Alex Perret. Il s'agit de creuser une canalisation au départ du quartier Châteauban de 6400 mètres de longueur, 1,8 m de largeur et 2,1 de hauteur, avec une faible pente, 7/10 de millimètre par mètre, pour permettre un écoulement des effluents par simple gravité. Un grand hommage doit être rendu à Alex Perret. Né en 1901 à la Seine, rue Berny, il devient ingénieur géomètre expert, architecte, urbaniste, homme politique. Il est déjà conseiller municipal à Mougins avant la guerre de 39-45. Il sera ensuite résistant, adjoint au maire de la Seine pendant 24 ans. Mais il est aussi homme de culture et d'art, peintre, ami de Picasso, poète, mélomane, photographe, cinéaste, membre de l'Académie du Var, président des Amis de la Seine ancienne et moderne et de la Philharmonique la Seinoise. Hélas, trop tôt disparu en octobre 1974. En 1940, Alex Perret n'a que 39 ans lorsqu'il a en charge le calcul du tracé, de la pente et tous les problèmes techniques de creusement de ce tunnel de 6 km 400 et d'évacuation des déblais. Fin de la première partie de l'histoire de l'assainissement de la Seine.